Ce théorème-là, il permet de dire que, finalement, connaître un espace vectoriel de dimension n ou réfléchir sur Kn, c'est à peu près la même chose. D'accord oui. Tout simplement, alors en fait, c'est la même chose à base près, en fait. Donc tout dépend des bases que l'on considère. Donc ici, donc le prix B, voilà, donc je dois démontrer que ce U-là est donc U qui va de E dans Kn, un vecteur X associe, on va l'écrire comme ça, là, les coordonnées de X dans la base B. D'accord, je vais écrire comme ça. Donc, je prends les coordonnées de la première coordonnée de X dans la base B, la deuxième coordonnée de X dans la base B, ça, la énième coordonnée de X dans la base B. Oui. Sur notre copie, il y a marqué surjection de coordonnées. Ça veut rien dire, c'est projection de coordonnées. Le théorème s'appelle surjection de coordonnées. C'est pareil, enfin. Ouais, ouais. Du coup, je vois ce que ça veut dire, surjection de coordonnées. Eh ben, c'est l'application coordonnée qui est une application surjective. C'est-à-dire, étant donné n'importe quel élément de Kn, enfin, même elle est mieux, elle est bijective. Bon, même projection, si ça te parle plus. Enfin, donc, je vais démontrer que c'est un isomorphisme. Donc, c'est débile. Soit Y, un élément de Kn, il existe, enfin, c'est complètement évident, il existe un unique X appartenant à E. Ce X, c'est quoi? C'est la somme pour I variant de 1 à N des XI EI. On suppose que la base B va s'écrire E1, E2, c'est un EN, des YI EI. D'accord? En fait, c'est évident, si vous prenez pour n'importe quel vecteur de Kn, en fait, vous prenez le vecteur X, dont les coordonnées de votre vecteur de Kn correspondent aux coordonnées de ce vecteur X, et celui-ci a pour image par Y, et il n'y a que lui qui a cette image-là. D'accord? Donc c'est bien une application bijective. Voilà. Ok, donc à partir de là, on a un isomorphisme de E dans Kn, donc ça veut dire que peut-être souvent on réfléchira sur Kn pour réfléchir sur tous les espaces vectoriels de dimension finie, de taille n, de dimension n. Ok? Alors, soit E un k-espace vectoriel de dimension finie, F un k-espace vectoriel a priori quelconque. Alors, E et F sont isomorphes si et seulement si F est de dimension finie avec dimension de F égale dimension de E. Donc, alors ça s'appelle, le corollaire, il est là, il est pour dire sans passer par Kn, mais la stratégie, c'est de passer par Kn, en fait, et d'utiliser une sorte de transitivité, en fait, par Kn. Okay, donc, on rappelait, en fait, c'est grosso modo un équivalent de l'histoire des cardinaux, là. Si E est de dimension finie, il existe P tel que cardinal de E égale, enfin, E est isomorphe à N indice P. D'accord? Bon, c'est un peu la même chose que là. Et puis après, je disais, bah, en fait, deux ensembles vont être isomorphes, deux ensembles finis vont être isomorphes s'ils ont le même cardinal, pardon. Et ça suffit. J'ai pas besoin de passer par NP. Donc là, c'est pareil, deux espaces vont être isomorphes, c'est seulement si ils sont de dimension finie avec la même dimension. On réfléchit en termes de dimension, mais c'est le même principe en termes de démonstration. Donc, démonstration. Donc, qu'est-ce qu'on sait? E est un espace vectoriel de dimension finie. Donc, E est de dimension finie. Notez N. D'accord, c'est arbitraire ça. Et donc, on sait, nous, que E et Kn sont isomorphes. D'accord, c'est-à-dire qu'il existe un isomorphisme de l'un sur l'autre. Maintenant, je vais prendre un espace F. Donc, si F est isomorphe à E, alors en fait, par transitivité, F va être isomorphe à Kn. Donc, comment est-ce que je vois ça? En fait, il existe des applications U, V, telles que U
est une bijection de E dans Kn, V est une bijection de F dans E, donc V rond U va être une bijection de F dans Kn. D'accord? F isomorphe par transitivité. F est isomorphe à Kn. D'accord? Et d'après le théorème précédent, non, je sais pas, c'était quoi le théorème précédent? Est-ce qu'il disait. Non, pas de. On en créait une, mais on n'avait pas forcément tous. Alors pourquoi est-ce que F est de dimension finie, s'il est isomorphe à Kn, et de dimension égale à N par ailleurs? Alors si vous prenez B, θ, l'application de Kn dans F bijective, d'accord? Et si vous notez, je sais pas, UI, FI égale θ du vecteur 0, 0, 1 et que des 0, enfin de la base canonique de Kn, d'accord? Vous prenez FI l'image du vecteur de base que vous choisissez de Kn, alors c'est pas trop compliqué de démontrer que F1, etc., Fn est une famille libre, est une base en fait. Non, parce qu'il faut démontrer tout, est une base de F. D'accord? Bon, je l'affirme, là, je ne vais pas démontrer. Alors, comment? Enfin, si, c'est facile. Donc, libre. Vous dites, si la somme des lambda I FI égale 0, d'accord? Donc, ça veut dire, ça implique que la somme des, pour y vers 0 des lambda I θ de EI, on va les appeler ces trucs-là. Grand EI. Là, on va l'appeler grand EI. Ok? Grand EI égale 0. Et donc, ça implique en fait que θ de la somme pour I variant de 0 à n des lambda I EI égale 0. θ est une bijection, donc elle est injective. Donc, ce truc-là qui appartient au noyau est nul. D'accord? θ est injective. Et donc ça implique que, quel que soit I, lambda I égale 0. D'accord? Puisque I est une famille libre. D'accord? Alors pourquoi elle est génératrice? Génératrice tout simplement parce que θ étant surjective, d'accord? On a quel que soit I appartenant à, quel que soit X appartenant à F, il existe, je sais pas quoi, A appartenant à Kn, tel que θ de A égale X, d'accord? Et après, on va écrire comme il faut les choses. Donc θ de A, donc A c'est la somme des UI, des AI EI, de AN. Donc θ de A va être égal à la somme pour I variant de 1 à N des AI θ de EI. Donc ça c'est X. Hein. Ça fait que X est égal à la somme pour I variant de 1 à N des AI F petit fi. Et la famille est génératrice. On voit au passage encore que la liberté de l'image est liée à la liberté du démarrage plus l'injectivité. Et la surjectivité, et le fait qu'on ait une famille génératrice de l'image, c'est lié à la famille génératrice du démarrage plus la surjectivité. Et ça passe dans un ordre contraire. C'est-à-dire ici, d'abord, on utilise... ah non, dans les deux cas, en fait, l'injectivité plus la liberté et la surjectivité plus la famille génératrice. Oui, Mathéo. Bon, chose vérifier. Machin F1 est une base, donc F, je peux lancer oui, F est de dimension finie. Et dim de F égale N. Donc maintenant, réciproquement, donc si F est de dimension finie avec dimension de F égale dimension de E, alors il va être isomorphe parce que tous les deux vont être isomorphes dans le même espace de dimension, d'accord? Réciproquement, si F est isomorphe, F est de dimension finie.
avec dim de f égale dim de e, alors f et e sont isomorphes à k indice dim de e, k puissance pardon dim de e. D'accord, donc là par transitivité encore, tous les deux étant isomorphes au même espace 4 de dimension E, ils sont isomorphes entre eux. Oui, Alexandre. Si la première implication, on utilise une base de E au lieu d'une base de Kn, on peut faire tout le chemin sans dire sans passer par Kn. Ouais, c'est vrai, pour la première implication. Ouais. Pour la deuxième, je sais pas. Pour la deuxième, je passe par Kn, ça coûte rien. Donc, ce que dit Alexandre, c'est au lieu de prendre une base de K ici, on prend une base de E directement, ça marche bien. Et d'ailleurs, on le savait avec le théorème en 4 points, là, vecte de U de vecte de machin égale vecte de U machin, et puis des autres. Oui, Mathéo. Donc, en fait, j'ai refait la démonstration que vous avez déjà fait. Le théorème qui nous dit qu'une base, c'est une base. Oui. On sait déjà que l'espace d'arrivée, il est. Ah voilà, donc ça a fini d'achever la démonstration. Donc ce que dit Alexandre, c'est on aurait mieux fait de ne pas passer par KN, et ce que dit Mathieu, c'est surtout qu'on l'avait déjà fait. Bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'ils l'ont dit, mais j'étais beaucoup plus poli que ça. Mais c'est ça qu'au final on peut retirer comme conclusion. Ok, merci. Alors, une démonstration un petit peu plus sportive. C'est que la dimension, donc si E et F sont deux espaces vectoriels de dimension finie, alors l'ensemble des applications linéaires de E dans F est aussi un espace vectoriel de dimension finie, dont la dimension est le produit des dimensions de E et de F. Ok? Donc on va, c'est pas très long, comme vous n'avez pas beaucoup de place, on va créer tout simplement une base de l'ensemble des applications de E dans F. Pour ça, en fait, on va créer une base de E, une base de R, on va prendre une base de E, une base de F, et on va faire une sorte de produit cartésien des éléments. Donc, voilà. Il faudrait que je regarde, mais peut-être que dans mon cours, j'ai encore des démonstrations qui sont plus rapides. Il faudrait peut-être le faire un peu plus malin. Alors, donc démonstration. Donc, soit B égale E1, EN, une base de E, et B bar égale F1, FP, une base de F. D'accord? Donc on a dit en fait qu'un endomorphisme était parfaitement déterminé par l'image d'une base de l'espace de départ, et donc en particulier par l'écriture de cet endomorphisme dans la base d'arrivée en fait. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc si quel que soit U appartenant à l'ensemble des applications de dans F, en fait, U est parfaitement déterminé par l'image des EI dans la base B. Donc en fait, on peut dire que U comment je vais faire ça? Ça va passer par la base duale. Bon, on va écrire avec X pour commencer. Quel que soit X appartenant à E, X étant égal à la somme pour I variant de 1 à n des X, I et I. Je suis obligé de créer ces trucs-là, mais donc en fait, j'en ai sans impact sur U. On a U de X qui va s'écrire comme une somme. Ah non, je vais faire directement avec U de I, ça va être beaucoup plus simple. Excusez-moi. Quel que soit I appartenant à n indice n, U de I est un élément de F, donc il existe. Donc, il va exister des coordonnées de ce U de I. D'accord? Donc, tel que U de I est égal à la somme des FJ, je vais mettre ici. D'accord? Pour J par rapport à P. D'accord? Et cette somme, en fait, donc il y a des indices. Enfin, il faut mettre des nombres ici. Donc, ça, c'est vecteur, vecteur. Il faut mettre des nombres. Ces nombres, ils vont dépendre de J qui est là. Et ils vont dépendre de I qui est là, évidemment. Donc je vais les appeler, par exemple, UIJ. C'est malin, ou plutôt UJ.
D'accord. Donc il existe, donc I est fixé ici, donc il existe U1I, etc. UPI appartenant à K, tel que U de I égale somme des U de J. Ça marche? Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut décrire U? Comment est-ce qu'on va décrire U comme dans une famille? Enfin, je vais écrire U en fait, c'est la somme d'une certaine famille. Ok? Alors qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux faire, c'est créer un truc. Delta IJ par exemple, qui serait en fait une application de E dans F. D'accord? Alors delta IJ, c'est peut-être pas longtemps, je vais réfléchir, on verra bien. Qui en fait à EI associe FJ et à EH associe 0 si H est différent de I. Donc ça on va l'appeler, je sais pas, GIJ. Donc GIJ c'est quoi en fait? GIJ c'est une application linéaire de E dans F. Alors c'est une application de E dans F, je pense que ça va. On apprend un élément de E au démarrage, on arrive sur un élément de F à l'arrivée. C'est linéaire, c'est peut-être un tout petit peu compliqué. Si vous prenez lambda fois 1, là, ça multiplie par lambda, ça va. Ou 0, ça multiplie par lambda, ça ne bouge pas. Si vous additionnez, ça ne bouge pas. Vous prenez ça pour tout vecteur x. Alors maintenant, on y va. On a tout là, en fait. C'est-à-dire que, si on prend U, donc on aimerait essayer d'écrire, en fait, U c'est une application linéaire, avec les GIJ. Ok? Si je fais U de EI, on a dit que ça valait. Alors, ça tourne à tout, hein. Comment est-ce que U va s'écrire par rapport au GIJ? Bon, si je fais, alors je change un petit peu, si je fais U moins la somme pour J variant de 1 à P des nombres UIJ que je viens de poser, GIJ. Si je fais ce truc-là. Ok? Et je regarde en EH. Qu'est-ce que ça me donne? Oui. 0 parce que. Ah, 0. Très bien. U de. Alors on va commencer par U de EH. D'accord? Moins la somme pour J variant de 1 à P des U de IJ G I J de EH. Alors GIJ de EH, qu'est-ce que ça vaut? Bah ça dépend. Oui. 0 sauf quand I égale H. Ça vaut 0 sauf quand I égale H. Donc ça fait ici, alors moins. Donc il va rester uniquement la situation. Je ne vais pas tromper là. Est-ce que j'ai inversé mes indices? Ah oui, c'est là que j'ai inversé mes indices. Ah ok. UJI, par contre GIJ, bon GIJ je les ai définis comme ça, c'est pas grave, c'est pas très malin mais c'est comme ça, donc UJI. Donc GIJ de EH, on a dit qu'il allait 0, sauf si en fait on avait H qui était égal à I, donc là il y a deux options. Attendez, là il y a un truc qui va pas bien, qu'est-ce qu'on raconte là? Pardon? On l'a défini bien avant. C'est au tout début qu'on a pris le I. Oui, mais il est souple, mon I. GIJ, là, EI. En fait, c'est. À mon avis, ça ne change rien. Ah si, c'est ça qu'on va faire. GIJ, ça fait
Ah oui, c'est ça. En fait, ça change quand même. Donc, c'est qu'il y a EJ associe FI et qu'il y a EH associe 0 si H est différent de J. Voilà, je vais faire bouger mon J, en fait, plutôt. Hein. Donc, je regarde. En fait, j'aurais dû. En fait, pour que ça marche, il aurait fallu que j'inverse les deux là, mais vu que j'ai appelé GIJ comme ça, je vais laisser comme ça. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, ça fait U de H. Bon, U de H, on va le remplacer par sa valeur dans pas longtemps. Hein, on la connaît. Hein. Moins. Alors, ici, donc en fait, ça vaut 0. Si, en fait, J est différent de H. D'accord. Donc, la seule chose qui va nous rester, c'est la situation J égale H. Donc, moins U H I. Et dans le cas où J égale H, on obtient FI. Bon, qu'est-ce que je raconte là? U de EI, U de IH, J, FJ. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qui va pas? Alors, on va écrire ça proprement. Donc, l'idée c'est de l'écrire dans ma base. J'ai U de I qui est égal à U de J, FJ. Une application. Donc, U de I. La somme. J'aimerais que ce soit égal à une somme. J'ai UJ. J'ai UJ, G, de E. En fait, j'ai un problème sur mes indices. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ça va marcher maintenant. Alors, reprenons. Alors, GIJ égale F. Ah, ben voilà. U de I. Ah, voilà. Donc, non, mais ça, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Donc, je reprends. Excusez-moi. Pour l'instant, vous laissez comme c'est. FJ. Donc, U de I égale FJ. U de I égale FJ si GIJ, l'application du. Ok. Donc, si je reprends, on va reprendre ce calcul-là, comme à l'envers, dans l'autre sens. C'est-à-dire ici. Si je fais on va le faire comme ça. Si je fais la somme pour IJ, des U de IJ, GIJ, d'accord, et que je regarde ça en... Donc j'ai une somme double, hein, sur I et sur J. En EH. Ça me donne. Donc la somme... Nous, ce qu'on sait gérer, c'est G de IJ, de EH. Ce qu'on sait faire, c'est la situation. On regarde si H égale I ou pas. D'accord. Donc en fait, je vais donc avoir la somme sur J, je vais la laisser comme elle est, de 1 à P, de la somme sur I, de 1 à N, des UIJ, GIJ de EH. Regardez ça. Et là, en fait, ça vaut 0, sauf si H égale I. I égale H. Donc H, il est défini avant. Hein. Et donc ça me donne, donc ça va me donner, donc il va me rester que la situation I égale. Je fais somme pour J en allant de 1 à P, donc de U, UH, J, GH, J de EH. Ok, et GH, J de EH, alors c'est pas très malin, c'est dans l'autre sens, quand c'est même à 10, en fait, ça fait FJ. Donc ça fait somme pour J variant de 1 à P
des UHJ de FJ. Et ce calcul-là, somme pour J variant de AP de UHJ de FJ, c'est écrit ici. Alors c'est là que j'ai en fait j'ai mes indices qui sont à l'envers. Pourquoi je me suis planté dans les indices? Bon, c'est pas grave. Donc U, j'ai bloqué I, J. Donc E, I, 1, U, I, N. Voilà. FJ. Et donc en fait, on retrouve, c'est le même ici, sauf que c'est un H au lieu d'être un I là. Donc en fait, c'est U de EH. Donc j'ai pour tout H de L indice L, l'image du vecteur EH de ma base est égale à l'image de EH de ma base par cette somme-là. Donc là, ça veut dire que j'ai deux applications, U et ce machin-là, qui ont exactement la même valeur sur la base. Donc j'ai égalité des deux fonctions. En fait, c'est ce truc-là qui m'a mis dedans. Mais comme j'ai changé deux fois, ça devait marcher ce que j'avais fait. Enfin bon, peu importe. Là, ça marche. Donc j'ai égalité sur une base. Donc on a U qui est égal à la somme pour I variant de 1 à N de la somme pour J variant de 1 à P des G, des UIJ, GIJ. D'accord? Ok? Donc, ça, alors, ces choses sont dans quoi? Lui, il appartient à quel ensemble, ce U-là? C'est une application linéaire. C'est une application linéaire de E dans F. Et c'est un vecteur. Il faut le voir comme vecteur de cet espace vectoriel. UIJ, là, c'est un élément de K. Et ce GIJ, c'est un élément de l'ensemble des applications linéaires aussi de F2 dans F. D'accord? GIJ, ce sont des applications linéaires de E dans F. Donc en fait, on a écrit U comme combinaison linéaire de GIJ. Donc je peux affirmer que la famille des GIJ, pour I appartenant à l'indice N et J appartenant à l'indice P, est une famille génératrice de l'ensemble des applications linéaires de E dans F. Ok? C'est celle qui vaut 0 partout, sauf exactement 1 quand on regarde au démarrage le vecteur EI et qu'à l'arrivée, on regarde par rapport à la base FJ. D'accord? Mais on verra tout à l'heure quand on écrira les choses matriciellement. En fait, ça correspond à 0 partout, sauf à 1 en ligne I, en colonne I, pardon, et en ligne J. Okay? Donc ça nous donne une famille génératrice de L de F. Maintenant, pour démontrer donc ça veut dire qu'il y a des dimensions finies. Pour calculer exactement cette dimension, il faudrait que je démontre que cette famille est également libre. Et à ce moment-là, je calculerai le nombre de vecteurs et ça me donnera la dimension. Donc est-ce que la famille est libre? Donc soit lambda I, J, une famille d'éléments de K pris dans NN croix NP, d'accord, tel que la somme pour I variant de 1 à N de la somme pour J variant de 1 à P et lambda IJ, GIJ, égale 0. Quand je mets 0 ici, c'est l'application nulle. Hein. Alors, on va démontrer que tous les lambda I sont nuls. Et pour ça, c'est simple en fait. On va choisir des vecteurs. On va regarder en certains vecteurs. Donc, on va commencer par regarder en EH. Donc, on a la somme en EH. On retrouve la somme pour J variant de 1 à P, de la somme pour I variant de 1 à N des lambda IJ de GIJ en EH. Ça, c'est un vecteur nul de F. Et GIJ de H, on a dit, ça valait 0, sauf quand I égale H, où ça vaut FJ. Donc ça nous donne la somme pour J variant de 1 à P de la situation I égale H, c'est-à-dire en fait lambda HJ FJ. Donc j'obtiens la somme pour J variant de 1 à P de lambda HJ FJ, qui est le vecteur nul de F. La famille de FJ est une base. FP est libre.
j'obtiens que lambda hj égale 0 pour tout j appartenant à n indice P. Et ce résultat-là, il est vrai, quel que soit h appartenant à n indice n. Donc j'ai quel que soit h appartenant à n indice n, quel que soit j appartenant à n indice P, lambda ij égale 0. Okay. Donc la famille des G, I, J est une famille libre. Ok, c'est une base de l'ensemble des applications linéaires de E dans F. Et donc la dimension de l'ensemble des applications linéaires de E dans F est égale à la dimension, est égale à le cardinal des G, I, J là. Alors combien est-ce qu'il y en a? Eh bien en fait, des G, I, J, il y en a. Ouais. N fois P, oui. Il y a la liberté sur N, la liberté sur I, il y en a N, sur J, il y en a P, puis en fait, il y a tous les croisements, donc c'est un produit cartésien. Donc il y en a, c'est celui-là, hein, cardinal de Nn croix Np, c'est-à-dire N fois P. Ok, et N c'est la dimension de E, et P c'est la dimension de G, de F. Donc il y en a la dimension de E fois la dimension de F. Ok. Mais en fait, ce truc-là, il est relativement naturel en fait. Hein. Alors je vais vous l'expliquer tout à l'heure avec une matrice, et puis même de manière générale, avec la base duale. Ce que vous voyez, l'idée c'est que ce GIJ rencontre bien les éléments de base de E pour les transformer en les éléments de la base de F qu'on a choisi à l'arrivée. Ok ? Ah bah regardez, espace dual, je sais pas ce que je raconte. Application linéaire. Bon, on verra ça tout à l'heure pour F fois P. Bon, ok. Alors, détermination par restriction à des supplémentaires. De même que, souvent sur les espaces vectoriels, vous vous rappelez, on affronte les espaces de deux façons. Soit on les affronte de manière microscopique, c'est-à-dire au sens où on regarde une base, enfin une famille génératrice, etc. Soit on les affronte de manière un peu macroscopique, c'est-à-dire au lieu de découper l'espace E en sous-espaces vectoriels de dimension 1 qui forment la base, on a des morceaux qui sont des espaces qui sont supplémentaires. D'accord ? Donc l'idée c'est que des supplémentaires jouent le même rôle que des vecteurs d'une base, mais sauf que on les met par paquet, au lieu de les mettre tous de taille 1. Donc là, on peut faire, de même qu'on a pu déterminer une application linéaire uniquement en regardant sur la base, on peut aussi déterminer si on regarde sur des supplémentaires. Donc soit E1 et E2, deux espaces vectoriels supplémentaires dans E, U1 une application linéaire de E1 dans F et U2 une application linéaire de E2 dans F, alors il existe une unique application linéaire de E dans F, telle que U, qu'on appelle U, telle que U restreinte à E1, c'est U1, et EU restreinte à E2, c'est U2. D'accord ? Et comme tout à l'heure, en fait, il suffit d'écrire, hein, cette application, c'est l'application qui a XY, prise dans E, associe U1 de X plus U2 de Y. Je n'ai même pas de démonstration. Voilà. Alors on a une version plus complète, si au lieu d'avoir deux espaces vectoriels supplémentaires, on en a P. Ok ? Donc, allons-y. On va faire le cas n égale 2, p égale 2. Donc, c'est facile en fait. Hein. Une analyse synthèse, si vous voulez. Donc, on va montrer qu'il en existe une et il n'y en a qu'une seule possible. Enfin, là, c'est même pas... Bon. Quel que soit x mais là, même pas ça. Donc, si on, et sont données, vous connaissez, vous avez U1 et vous avez une application linéaire de E1
dans E, dans F. U2, une application linéaire de E2 dans F. D'accord? Et vous savez que, donc, je vous propose de prendre grand X, grand U, soit grand U, l'application qui a X associe. U1 de Y plus U2 de Z, si X s'écrit Y plus Z dans la décomposition E égale E1 plus E2. Alors j'ai changé ça. Je suis obligé de prendre un truc comme ça. D'accord? Alors je vais changer un tout petit peu l'écriture. Y c'est quoi par rapport à X? C'est le projeté. Donc plutôt que d'écrire comme ça avec des Y et des Z qui dépendent de X mais dont on ne sait pas vraiment visiblement de quoi ça dépend, je vais plutôt appeler soit P1 la projection sur E1 de direction E2, P2 la projection sur E2 de direction E1, et je vais prendre U, l'application qui a X associe, U1 de P1, U1 de P1, je mets U, égale U1 de P1 plus, avec un rond là, plus U2 de P2. Ok? Alors j'ai quel que soit X appartenant à E, 1, pardon, quel que soit X appartenant à E1, U de X, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait U1 de P1 de X plus U2 de P2 de X. Donc en fait P1 de X ça fait X, P2 de X ça fait 0, donc ça fait U1 de X. Ok, donc ça j'en déduis que U restreinte à E1 c'est U1. Donc U restreinte ça veut dire que je regarde toutes les valeurs pour les vecteurs qui sont pris dans E1. Ok, quel que soit X appartenant à E2, U de X égale U2 de P1, égale toujours pareil, U1 de P1 de X plus U2 de P2 de X, avec celui-ci qui vaut 0 et celui-ci qui vaut X. Donc ça fait U2 de X. Donc U restreinte à E2 égale U2. Ok. Alors là, j'ai montré l'existence, l'unicité. Qu'est-ce que vous en pensez? Si V vérifie les mêmes propriétés, quel que soit X appartenant à E, quel que soit X appartenant à E, il existe X1, X2 appartenant à E1 en E2. C'est même unique, on s'en fiche. Tel que X égale X1 plus X2, et donc on va avoir V de X va être égal à V de X1 plus V de X2, plus va être égal à V de X1 plus X2, qui va être égal à V de X1 plus V de X2 par linéarité de V, qui est égal à U restreinte à E1 de X1 plus U restreinte à E2 de X2, d'après les propriétés que X1 appartient à E1 et X2 appartient à E2, et que V vérifie les mêmes propriétés que U. Et donc ça, en fait, c'est la même chose que U de X. D'accord? Donc en fait, j'ai pour tout X dans E, V de X égale U de X, donc U égale U. Donc il n'y en a qu'un seul. Hein. Ok, donc si vous voulez, l'analyse elle est là, la synthèse est là, j'ai fait directement le résultat parce que j'avais pas le choix. Si on a plusieurs, on va passer à la deuxième démonstration, s'il y a plusieurs, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut prendre en fait? Dans le cas n quelconque, en fait, ce U, c'est la somme, voilà, pour I de 1 à P, des UI
rond P, le projecteur indice I. D'accord? PI, c'est la projection sur EI de direction. Alors, quelle est la direction ici? Alors, attention, presque. E privé des autres, ça marche pas bien parce qu'en fait, c'est comme si vous faites des soustractions d'ensemble, donc c'est la complémentarité que vous utilisez. La privation d'ensemble, c'est en fait c'est le contraire de complémentaire. Alors, nous, on voudrait plutôt utiliser la supplémentaire, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'addition plutôt. On va faire le résultat différent. Oui? C'est sur I de direction vectorielle les autres. Alors, soit vectoriel les autres, soit directement la somme. Oui, la somme des autres. E1, mais ça marche aussi, hein. Plus E2, plus EI moins 1, plus EI plus 1, plus EN. D'accord? La somme de tout le monde sans les EI. Bon, c'est dans le cas P quelconque. Donc, avec cela, ça marche, c'est très facile à voir. Pour qu'il n'y en a pas d'autres, c'est pas très compliqué non plus à voir. Alors au passage, on voit que PI a une propriété importante. Alors je ne sais pas trop si je vais faire un truc. Hein. Okay. Donc hier, tout à l'heure, j'ai pensé à vous dire ça, mais je n'avais pas pensé de le dire hier. Remarque. Les pays jouent quel rôle ici? Est-ce que ce qu'ils font, ça vous fait penser à quelque chose? Oui, j'attends. On va voir les composantes. Oui. Est-ce qu'on a déjà fait des trucs comme ça? Peut-être. Ouais, oui. Vas-y, Arthur. Quand tu parles des matrices EJ en matriciel. Oui, alors, bon, on a toujours... Donc ça, c'est vraiment les projections de base. Mais au niveau... ici, on les utilise comment? C'est une sorte de vecteur de base, mais sur les espaces qu'on a décrits. Oui. D'habitude, on coupe en espace de dimension 1, on a une base qui est un vecteur de chacun. Oui. Et là, on coupe en un espace plus gros. Donc les vecteurs de base, entre guillemets, sur ces gros espaces, c'est les I. Oui. Mais c'est vrai, hein, tout ça. Hein. Ouais, Gaëtan. Mais ça ressemble à une indicatrice parce que est-ce que l'élément appartient à l'ensemble ou pas? Oui. Et ça vaut 0 ou ça laisse passer sinon. Oui. Alors en fait, il joue vraiment le rôle équivalent des indicatrices. On a déjà utilisé plein de fois des indicatrices en disant machin, et la différence c'est que quand on faisait des indicatrices, on prenait 0 ou 1. Alors que les pays, ils prennent pas 0 ou 1, ils prennent 0 ou X en fait. D'accord? Donc, quelque part, un indicateur PI, c'est une sorte d'indicatrice de l'ensemble EI. D'accord? De X. Multiplié par X en fait. Multiplié par l'identité. D'accord? C'est-à-dire, vous lancez X et vous regardez ce qui se passe. Oui. Le pays, c'est l'identité qu'on connaît qui est dans les réels entiers, mais plongée dans les fonctions. En gros, au lieu de renvoyer 1 ou 0, elle renvoie identité ou 0. Ah oui, c'est ça. Enfin, oui, on peut le voir comme ça, c'est pas mal. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un valeur dans R, c'est un valeur dans des fonctions. Ok? Bon. Mais j'aime bien l'idée comme ça, et de manière générale, cette histoire d'indicatrice, en fait, on va la voir plein de fois. C'est-à-dire que, donc, je disais au groupe 2 ce matin, en fait, très souvent, vous allez transformer F en une somme de AIPI. De 1 à K. Si, en fait, les EI sont en somme directe, de 1 à K, et d'un E, c'est exactement le principe de la décomposition en diagonalisation de F. Okay? Mais c'est aussi ce qu'on va faire, par exemple, quand on va calculer l'intégrale de F au chapitre d'après, là, on va faire des terminaux, puis après on reviendra, on fera un peu d'analyse, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, on va réfléchir à ce que c'est que l'intégrale de F. D'accord? Donc on va, pareil en fait, sauf que ce n'est pas des applications linéaires, ça va être des fonctions de R dans R, comme vous connaissez bien. Et ces fonctions de R dans R, on va dire en fait,
Ça marche pas très bien, sauf si les fonctions f sont des fonctions étagées. Et les fonctions f étagées, c'est des fonctions qui vont être de la forme somme des ak indicatrices d'un intervalle ik. D'accord? Pour k appartenant à un r, par exemple. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez dire finalement mon intervalle i sur lequel je veux calculer mon intégrale de fonction. Je vais le couper en bout d'intervalle, comme ça, tac. Donc là, sur cet intervalle-là, vous avez une valeur qui est A1. Et sur cet intervalle-là, vous avez A2. Et puis vous avez un autre A3, comme ça. Et A4. Si vous avez des fonctions qui sont définies comme ça, une sorte de rectangle, calculer l'intégrale, ça va être super facile. D'accord? Comment on fait? En fait, on calcule la hauteur, AK, multipliée par la longueur. Donc en fait, quand on va... Si f c'est écrit comme ça, vous allez dire, l'intégrale de f, c'est facile. C'est la somme des AK fois la longueur de IK. D'accord? C'est la base de Lebesgue, ça. Ok? Et après, notre problème à nous, c'est qu'en fait, ça marche bien quand ce qu'on appelle pour des fonctions f qui sont étagées, c'est leur terme, d'accord? En morceaux, comme ça. Mais quand f n'est pas étagée, qu'est-ce qu'on fait? Donc l'idée, ça va être de dire, si f n'est pas étagée, si elle est suffisamment régulière, avec limite de fonction étagée, on calcule pour chaque fonction étagée son intégrale, et on regarde sa limite au total. C'est comme ça qu'on va définir l'intégrale dans 3 semaines. Ok? D'accord? Et donc, fondamentalement, c'est cette idée-là. Et l'idée, vous voyez, c'est exactement la même idée au démarrage, c'est en fait, on coupe f en morceaux, sur lesquels on maîtrise bien, c'est des constantes, etc. Et puis après, l'enjeu, c'est de couper l'espace au démarrage en morceaux, avec... alors, le dernier enjeu, c'est que cette découpe de l'espace, elle s'adapte à la fonction f. Donc au début, il y a f. Au commencement, il y a f. Après, le lendemain, on coupe l'espace en fonction de f. Et le surlendemain, on calcule l'intégrale, ou on calcule, je sais pas, si la fonction est diagonalisable, en décomposant f sur ces espaces qu'on a créés pour ça. Okay, mais ça, en fait, c'est super classique. Hein. En fait, on le voit comme un résultat transversal à notre programme. Alors, je le mets là, mais on le voit aussi avec... on le fera aussi avec des probabilités. Hein. Je mets une variable aléatoire, des valeurs, une autre variable aléatoire, je vais mettre des Bernoulli ici, et j'ai tout ce qu'il vaut, je peux passer à l'espérance. La probabilité de f, ça va être un calcul d'espérance. Ça va tomber tout seul aussi. Ok? Donc c'est vraiment... Cette idée-là, ça vaut le coup de la regarder parce que c'est une idée qui est très transversale au cours de maths, de sup, mais en fait, à la pensée des mathématiques au démarrage, en fait. Ok? Alors, fin de la récréation. Donc, tu vas pouvoir te réveiller. Alors, suivant. Donc, la matrice d'une application linéaire. Et là, on va reprendre CG, IJ, on va mieux voir d'où ils viennent. Ok? Alors, d'abord, je vais définir une matrice d'une famille de vecteurs. Voilà, pour le déterminant, on fait pareil. C'est-à-dire, oui, d'abord une famille de vecteurs, après je vais prendre un endomorphisme et je vais regarder comme famille de vecteurs l'image de la base par l'endomorphisme. Et après j'aurai la définition d'une matrice d'un endomorphisme. Enfin d'un morphisme. Donc d'abord, ma famille de vecteurs, là voilà. Donc je prends la matrice d'un base B de la famille XAXP, de vecteurs de E, et la matrice dont la jème colonne, pour J variant de AP, est formée des coordonnées de XJ dans la base B. C'est donc la matrice à une ligne et P colonnes, machin. Tel que pour tout J, XJ égale la somme pour I variant de N des AIJ EJ. C'est la première fois que je donne cette définition-là? Ok. J'aurais pu le faire dans le cours sur les matrices, puisqu'à ce moment-là, on avait déjà les espaces vectoriels, les bases et les matrices. Là, il n'y a pas du tout d'endomorphisme, d'accord? Il nous faut une base, ok, et il nous faut une famille de vecteurs d'un espace vectoriel E de dimension phi. Ok? Donc, voilà, on va faire un exemple, c'est bête comme tout là. Si je prends... on va faire deux exemples. Alors, exemple tout bête. Ah voilà, exemple dans R2, bah, très bien, alors on va prendre celui qui est là. Donc dans R2, je vais prendre... Alors je vais faire deux... voilà, allons-y. Alors, dans R2, donc je vais prendre la base... Alors... Classiquement, on peut prendre, je vais faire deux exemples. On va faire par exemple, prendre le B1, qui est la base canonique de R2. Et je vais prendre B2, la base suivante, 1, 1 et 1 moins 1.
D'accord, qui est aussi une base de R2, elle n'est pas canonique celle-là. Ok. Et je vais prendre comme famille de vecteurs x1 égale 1, 2, x2 égale 0, 0, et x3 égale moins 1, 1. Est-ce que vous pouvez m'écrire la matrice de la famille x1, x2, x3 dans la base B1 et dans la base B2? Dans la base B1, c'est facile. Alors, dans la base B1, donc, ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait, la jème colonne, c'est les coordonnées de xj. Donc la première colonne, c'est les coordonnées de 1, 2. Alors 1, 2 dans la base 1, 0, 0, 0, 1, là, 1, 0, 0, 1, c'est quoi? Là, c'est 1, 2. D'accord? Pour faire 1, 2 avec ces vecteurs-là, il suffit de prendre 1 fois celui-là et 2 fois celui-là, c'est le principe. 0, 0, on l'a comment? 0, 0. Et moins 1, 1. Moins 1, bravo. Ok, c'est super facile, en fait, on écrit en colonne. D'accord? Alors maintenant, plus compliqué parce que je change de base. Donc ça, les choses sont moins visibles. Alors on remarque que c'est important que ce soit une base ici parce que s'il n'y a pas une base, il n'y a pas une unicité d'écriture. S'il n'y a pas une unicité d'écriture, comment on fait pour se mettre d'accord? Alors il y a un vecteur qui est facile, c'est x2. Comme c'est le vecteur nul, et que se disant ça, c'est une base, c'est donc une famille, donc il n'y a qu'une seule façon d'écrire 0, 0, c'est en faisant 0, 0. Très bien. Alors maintenant, comment je fais pour avoir moins 1? Peut-être que c'est plus facile, x3. 0 moins 1, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je fais moins 1 le deuxième vecteur de B2, et 0 fois le premier vecteur de B1, j'obtiens bien le vecteur moins 1, 0, 1. Et l'autre? Oui? 3 demi moins 1 demi. 3 demi moins 1 demi. Alors, si on fait par rapport à la deuxième coordonnée, donc on va avoir 3 demi plus 1 demi, donc 3 demi plus 1 demi, ça fait 4 demi, donc 2, ça va pas mal. Et 3 demi moins 1 demi, donc on a 3 demi moins 1 demi, donc ça fait 2 demi, donc 1. Ça marche. Ok? Alors, comment il a fait? Là, ici. Et ici, là, c'est pas la première fois qu'il répond à ce genre de questions. Hein. C'est marrant. Il aime bien ce genre de questions. Alors, Le premier chiffre, c'est la moyenne. Et le deuxième, c'est le premier élément dans la moyenne. Ou le deuxième élément dans la moyenne. Enfin, non, pardon. Oui, pardon. Le deuxième, c'est la première coordonnée, la première valeur, moins la moyenne fois le premier vecteur. c'est simple, et encore, c'est que dans ce cas présent-là, si c'est autre chose, on va faire autre chose. Donc, est-ce qu'on peut avoir une formule un peu plus. Oui? On a cherché A et B tel que Voilà. B ça fait 1 et avant B ça fait 2. Donc, on a résolu un système. D'accord? 1, 2 égale 1A fois A1 plus B fois A moins 1, et on inverse le système. Hein. Ok? Il n'y a pas de choix, c'est ça la stratégie. Ok? Alors, autre exemple, si je prends x3, si je vais prendre b égale 1, x moins 1 et x moins 1 au carré, par exemple. Ok? Donc c'est une base, ça? Pourquoi c'est une base? Et de quoi? Oui? Oui, Alexandre? C'est des polynomes à degré chimique. Voilà. Forcément une base. Alors, donc c'est libre. Et par ailleurs, comme je regarde R de x qui est de dimension 3 et que j'ai une famille de 3 vecteurs, ça fait une base. Ok? Enfin, et que c'est 3 vecteurs de R de x, ça fait une base. Ok? Alors maintenant, je vais regarder la matrice dans la base B, là, de 1, x et x carré. Hop. Alors, comment faire 1 avec 1, x moins 1 et x moins 1 au carré? Quoi? 1, 0, 0, bravo. Comment faire x avec 1, x moins 1 et 1, x moins 1 au carré? Quoi? 1, 1, très bien. Et comment faire x carré avec 1, x moins 1 et x moins 1 au carré?
2, 1 et 1. Et x3, 1, 3, 3. voilà, sauf qu'on n'a pas les bonnes bases, mais... Donc en fait, ce qui apparaît, c'est quoi? Oui, avec le coefficient de Guillaume, ça s'appelle un autre nom, surtout quand c'est une forme triangulaire. Triangle de Pascal, ok? Ok? On en reparlera tout à l'heure. Ça va là, tout ça? Pierre, c'est bon? Ouais, super. Alors, heuristique, comme particularité égale 1, la matrice de vectorique. Donc quand on a un seul vecteur, bon bah c'est un vecteur, hein, ok? C'est une vecteur colonne. Alors maintenant qu'on a fait des matrices de famille de vecteurs, ou d'un seul vecteur, on va regarder la matrice d'un endomorphisme. Donc E et F sont deux espaces vectoriels de dimension finie, M et P. B égale 1n, la base de E, une base de E, pardon, C égale C, F1, Fp, une base de F. Seuil d'application de L de E. Alors, quel que soit J appartenant à N, U de J appartient à F, et U de J s'écrit somme pour I variant de 1 à N, des A, I, J, F, I. Ok, donc ça ressemble un peu à ce que j'ai fait tout à l'heure, sauf que j'ai pas mis les mêmes indices I, J. Bon. On appelle matrice de U dans B, et c'est la matrice des A, I, J, justement. Alors en fait, si on essaie de réécrire les choses, qu'est-ce que c'est en fait cette matrice-là, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure? Donc, en fait, on est en train de regarder. On a U, c'est une application de... Ce qui définit U, c'est le fait qu'elle transforme E en F. Donc, en fait, on va regarder à l'arrivée les vecteurs écrits dans la base de C, qui est dans la base de F. Okay, de quel vecteur, en fait? On a des vecteurs U de 1, U de 2, etc., U de N. Voilà, en reprenant cette notation-là. D'accord? Donc, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on se retrouve en présence d'une matrice, là, si vous voulez, où vous avez écrit ici U de 1 dans la base F1, etc., Fn, U de 2, pareil, etc., EFP, excusez-moi, ici U de N dans la base F1, etc., Fp. Ok? Donc la question est, quel est le coefficient que je retrouve en ligne I, colonne J? Le coefficient que je retrouve en ligne I, colonne I, c'est quoi? C'est en fait, j'ai été chercher, je suis en train de regarder la composante selon FI, UJ, et ça me donne quoi en fait? Excusez-moi, je vais décaler ça. UJ, et ça me donne U de J. Sauf que U de J n'est pas égal à ce nombre-là, enfin ce vecteur-là, mais il est égal à la somme. Pour I variant de 1 à P. D'accord? U de J égale à la somme. Alors, sauf que j'ai mis des 1 là-bas. Ok? Ce qu'on a démontré tout à l'heure, quand on a essayé de démontrer l'espace vectoriel des applications linéaires de E dans F, dans l'espace vectoriel de dimension finie, de dimension égale à la dimension de E fois la dimension de F, c'est en fait, on a été là-dedans en fait. C'est-à-dire, j'ai considéré toutes les applications linéaires qui, respectivement, associaient 1 et que des 0, ou 0, 1 et que des 0, je les ai toutes faites en fait. Et j'ai dit U va s'écrire sur cette base-là en fait. Ok? Donc, à un moment, j'ai fait la même démonstration presque que celle qui nous a permis de démontrer que la dimension de M, N, P est égale à la dimension est égale à N fois P en fait. Donc, bah, je vais chercher les N et les P, et les vecteurs, etc. D'accord? Alors, c'est quoi ça? Attention, taille de la matrice. Il s'agit d'une matrice à n colonnes. Donc, le nombre de colonnes, ça correspond à la taille, enfin la dimension de l'espace de départ, et le nombre de lignes à la dimension de l'espace d'arrivée. Je rappelle, quand je dis M est une matrice qui appartient à l'ensemble des matrices A, B, K, M, N, B, K. A, c'est le nombre de lignes, et B, c'est le nombre de colonnes. Donc en fait, ici, vous avez une matrice, vous avez un espace vectoriel qui va de N dans EN ici, P, mais en fait, ça va donner une matrice qui appartient à MPN. D'accord? Bon, il y a une raison assez simple qu'on va voir tout à l'heure, c'est que
en fait, M est là pour coder U de X, enfin U de quelque chose qui appartient à E, et ça va se coder par le calcul matriciel M fois X, en fait. Et donc, il faut que le nombre de colonnes de M soit égal au nombre de coefficients de X et de U. Donc, en fait, il faut que le nombre de colonnes de M soit égal à la dimension de l'espace E. Ok, c'est une autre façon de voir les choses. Alors, exemple, la matrice de P dans P. Ah voilà, exemple. Quelle est la matrice de l'application qui a P associe P'? Alors, on va se mettre dans des espaces de dimension finie, forcément. Donc, on va se mettre dans... On va prendre n égale 4. Non, n égale 3. Enfin, on va regarder R3 de X. C'est-à-dire n égale 4, si vous voulez. On regarde la matrice qui a P. Donc, U, c'est l'application qui a P associe P'. Donc, quelle est cette matrice? Donc il faut regarder l'image de U de 1, l'image de U de X, l'image de U de X carré. Donc U de 1, ça vaut 0. U de X, ça vaut 1. U de X carré, 2X. U de X cube, 3X carré. Bon, c'est fini. Et donc on doit écrire la matrice de U dans les bases canoniques. Alors évidemment, si je change de base, ma matrice change. Hein. Donc j'écris 0 dans ma base, donc ça fait 0, 0, 0, 0. J'écris 1 dans ma base, donc ma base, je vous rappelle, c'est 1, x, x carré, x3. Donc ça fait 1, 0, 0, 0. J'écris x carré dans ma base, c'est-à-dire 2x, u de x, donc ça fait 0, 2, 0, 0. Et le dernier, 0, 0, 3, 0. Ok, oui. Il y a un intérêt pour la troisième ligne. Enfin, la quatrième ligne. Oui, ça donne une matrice carrée. D'accord. Et en partant, on peut l'appliquer plusieurs fois, on peut l'appliquer elle-même, etc. C'est l'avantage d'avoir des endomorphismes entre guillemets. Alors, elle n'est pas bijective, loin de là, donc on pourra avoir envie de réduire. Mais il vaut mieux avoir des matrices carrées. C'est exactement le même intérêt que quand j'ai écrit le projecteur P est une application de E dans E, alors qu'en fait, elle était dans E1, mais pour faire P carré, il fallait 2 dans E. Ok ? Cette matrice-là, pour marquer quelque chose, elle n'a pas de particularité. On connaît ces matrices-là, elles sont nilpotentes, hein, vous vous rappelez? Ok? Ça veut dire que quand on applique plusieurs fois la dérivation, on obtient 0 normalement. Ça va? Vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? Si je dérive plein de fois un polynôme de degré bloqué à 3, à un moment j'ai 0. Okay? C'est bien, la dérivation est bien nilpotente par ailleurs, donc la matrice confirme cette idée-là. Ok, bon, il y a plein de choses à dire sur ce que la matrice, mais bon, on va continuer comme ça. Soit E et F, 2 cas espace vectoriel, dimension de E égale N, dimension de F égale P, on suppose fixer B une base de E, ici une base de N, donc les bases sont fixées, à chaque fois je vous dirai ça. Alors, pour toute matrice A de NPN de K, il existe une unique application linéaire U, telle que la matrice de U dans la base BC égale A, c'est quasiment la réciproque de tout à l'heure. Donc, on va démontrer ça. Il faut l'écrire tout simplement. En fait, je n'ai même pas. C'est nul ce que c'est nul ça. C'est pas un corollaire. C'est une dé... c'est un théorème. En démonstration, soit U, l'application, il y a. Alors on va dire que B c'est E1EN, C c'est FNFP, soit U l'application qui a EI associe à EJ, qui suit la somme pour I variable de A à P, des A, les coordonnées de la matrice A en ligne I colonne J, FJ. D'accord? Est-ce que U est bien défini? Est-ce que U est bien défini? Oui, l'image d'une base est un vecteur, le vecteur est un vecteur dans la base. U est bien défini. Bon, bah, par construction, hein. Par construction. La matrice, la colonne J de la matrice de U dans les bases BC,
c'est quoi en fait? C'est en fait la colonne où il n'y a que des... La colonne où ici on va se trouver avec A, donc on est en train de regarder la deuxième colonne, A1J, etc. A, PJ, c'est-à-dire en fait la colonne, la deuxième colonne de A. D'accord? Donc, la matrice BC de U égale A. Oui? Dans la formule pour U, c'est pas FI. Merci. Donc tout ça, c'est dans des espaces de dimension finie et toujours avec des bases qui sont bloquées. Alors, donc demain, je change de base, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est ça la question demain. On suppose fixer B une base de E et C une base de F. Donc soit U une application linéaire de dans F, A une matrice de BC de U, enfin la matrice pardon, de U dans les bases BC, X la matrice colonne des coordonnées d'un vecteur X, alors ça c'est vraiment la clé, hein, de E dans la base B, alors la matrice colonne Y des coordonnées de Y de U de X dans la base C est donnée par la relation Y égale AX. D'accord? En fait, tout se passe bien si vous êtes dans les bonnes bases, enfin, si vous ne changez pas de base en plein milieu. Et en fait, vous avez un codage du calcul, un codage du calcul U de X égale Y par du calcul matriciel Y égale U fois X. Et où, ce qu'on avait dit ce matin, la composée des endomorphismes devient la multiplication des matrices. Démonstration. Alors, on va regarder ce que c'est que ce calcul AX là. Okay. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que A et J, par définition, quand on additionne, on multiplie par FI et qu'on additionne pour I variant de 1 à P, ça donne en fait U de EI. U de EJ. Ça, c'est la construction. La définition de A, c'est de vérifier cette propriété-là. Ok, donc, alors je n'ai pas remis. Hein. B, c'est EJ, c'est B. Et C, c'est F1, FP. Ok. Alors maintenant, on va regarder U de X. Donc X, soit X, un élément de E. X va s'écrire somme pour I variant de 1 à N. I variant de 1 à N de XI, EI. Et donc U de X par linéarité, ça va donner la somme pour I variant de 1 à N dXi U de EI. Okay. Alors maintenant, on va transformer les U de I. Alors ce que je propose, c'est de les appeler J, ça évitera de faire le même coup de stress de tout à l'heure. On va mettre des J là. Tac. Ok. Donc on va avoir U de X qui va être égal à la somme pour J variant de 1 à N dXJ fois, donc ça c'est U de J. U de J, on a dit que c'était la somme pour I variant de 1 à N des A, I, J, FI. De J variant de 1 à P. Non, I variant de 1 à P. Ok. On intervertit les deux sommes. On fait la somme pour I variant de 1 à P, D de la somme pour J variant de 1 à N, des XJ, AIJ, FI. Alors, ce XJ, c'est un élément de... Alors là, rapidement, XJ, il appartient à quoi? Au corps K, A accroché IJ, K aussi, et FI, c'est un vecteur de grand F. Ok? Ceci, ce sont des vecteurs, ce sont des nombres. Ce serait plus malin de les écrire dans l'autre sens. Pourquoi ce serait plus malin d'intervertir les deux? Je peux le faire sur des nombres. Parce qu'on connaît le calcul de la somme matricielle et on avait comme réflexe, vous vous rappelez, quand j'avais A, IJ, B, J, K, machin,
de mettre ce qui était en ligne avec les colonnes d'à côté pour que ça se suive. Donc là, on est en train de regarder les lignes, non, les colonnes, pardon. Donc ça serait plus malin de regarder ça avec xj là, et voir, ce serait même plus malin de l'écrire comme ça, x crochet j, d'accord? Si en fait, grand X, c'est x1, etc., xn. À ce moment-là, x crochet j, c'est bien xj. Ok? Et là, on reconnaît la somme pour j variant de n des machins, c'est en fait donc la somme pour i variant de 1 à n des éléments en ligne i ax fois fi. Ok? Ok? Alors, bah, c'est fini. Hein. Ça, c'est y. Y, c'est de x. Et alors, je vois que y, il est écrit comme une somme de ses composantes. Donc ça veut dire que la matrice dans la base C de y, c'est quoi? C'est exactement AXI. Donc c'est en fait AX1, etc. AXN. Je vais me tromper là. Si je me suis trompé. D'accord? AXP, voilà. Donc si j'appelle grand Y cette matrice-là, d'accord, j'ai exactement que grand Y c'est la matrice AX. Ok? Et une fois qu'on l'a dit en un vecteur X, on va pouvoir le dire aussi pour des matrices, pour des endomorphismes. Si on va faire U rond V, on va trouver M fois V. Ok, mais tout simplement parce qu'en fait c'est des vecteurs les uns après les autres. Alors ce qui nous donne encore un truc qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire si pour tout x, ax égale bx, ça voulait dire que a est égal à b. Donc pourquoi est-ce que maintenant c'est vrai ça? Bien, il suffit de regarder en termes d'image. C'est-à-dire en fait ax égale bx, ça veut dire que l'endomorphisme U et l'endomorphisme associé à A et V, l'endomorphisme associé à B, en fait on les a la même image partout, donc c'est que U égale B, et si U égale B, c'est que c'est les mêmes matrices en fait. Okay. Alors ça, on l'avait vu en faisant un calcul en disant si on multiplie par E et J, on trouve que la colonne I de A égale la colonne I de B, et donc que A est égal à B colonne par colonne. Okay. Hop, comment je viens de le dire. Alors, soit E un cas espace vectoriel de dimension n, B une base de E, U un élément de 2. Alors maintenant, je vais m'intéresser, enfin localement, à des endomorphismes, c'est-à-dire de E dans E, qui sont chacun de dimension n. Donc déjà, mes matrices vont devenir carrées. Et dans ce cas-là, c'est plus malin, enfin on pourrait faire autrement, mais c'est plus malin de regarder la matrice de U en prenant les mêmes bases au départ et à l'arrivée, parce qu'on a pris les mêmes ensembles. On peut prendre quand même une base de départ et une base d'arrivée qui sont différentes, deux bases différentes de E. Hein. Mais de manière générale, en fait, on va regarder pour l'endomorphisme une même base. Donc au lieu de l'appeler MBBU, on va l'appeler MBU. C'est la matrice de U dans la base B. Ok? Bon, il se trouve que tout à l'heure, demain, quand on fera changement de variable, dans le changement de matrice semblable, là, on prendra la matrice identité, enfin pour retenir les choses, on prendra la matrice identité écrite dans deux bases différentes. D'accord? Donc c'est l'identité d'un endomorphisme, dans deux bases différentes de l'espace E. Ok? Bon, en tout cas, ça nous permettra de coder facilement le problème. Alors, exemple dans R2, c'est quoi ça? Je sais plus 27, 29. Ah oui, c'est là. Exemple dans R2, hop. Ouais. On va faire le truc en dessous. C'est pareil. Quelle est la matrice de la base, dans la base B égale C de la symétrie orthogonale par rapport à la première bisectrice?
Oui, Nathan. On repart toutes les coordonnées quand on fait une transposition. Quoi, de quoi? On aura toutes les coordonnées sur X. On va transformer en coordonnées sur Y. Toutes les coordonnées sur Y vont se transformer en coordonnées sur X. D'accord. Et donc, on transpose juste la matrice. Quoi? On transpose juste la matrice. Moi, la réponse, ça va être de me donner une matrice de 2. Donc, moi, je veux que tu transposes, mais tu transposes qui? Donc, quelle est la matrice? C'est l'identité qu'il faut. On va transposer l'identité? Non. Ah. Justement, il faut mettre 0, 1, 1, 0. Je propose de la calculer, c'est-à-dire dire, en fait, on va prendre B égale 1, 0, 0, 1, donc c'est ça ma base canonique. Ok? Donc, égale à C. Et de regarder, donc on va appeler S cette symétrie, de regarder S de 1, 0. Qu'est-ce que ça vaut S de 1, 0? Oui. 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la matrice, ça? Ça veut dire que la première colonne est égale à 0, 1, puisque c'est 0 fois 1, 0, plus une fois 0. D'accord? Et maintenant, on va regarder S de 1, 0. S de 0, 1, excusez-moi. L'image de 0, 1 par S, c'est quoi? 1, 0. Donc, on a la deuxième colonne qui est égale à 1, 0. Donc, la matrice, c'est 0, 1, 1, 0. Ça va? Ok. Alors, la grosse formule, la voilà. Ah non, c'est pas celle-ci. Soit E et F, deux k-espaces vectoriels de dimension n et p, de bases respectives D et C, soit U et V des applications de E dans F, alpha, bêta, éléments de K. Alors, on va commencer par regarder ce qui se passe en termes d'espace vectoriel. La matrice de l'application alpha U plus bêta V est égale à alpha la matrice de U plus bêta la matrice de V. D'accord? Et donc ça veut dire que l'application qui a U associe la matrice de U dans les bases B et C, elle-même fixée d'avance, est un isomorphisme d'espace vectoriel. C'est-à-dire qu'elle transforme une combinaison linéaire d'éléments de L2 de F en une combinaison linéaire, enfin en la combinaison linéaire associée des matrices. D'accord? La combinaison linéaire de l'endomorphisme égale la combinaison linéaire des matrices. Enfin, la matrice de la combinaison linéaire des endomorphismes égale la combinaison linéaire des matrices, pour dire les choses exactement comme on s'y attend. Moi, je me suis trompé sur mon truc. Alors, c'est pas grave. Donc, on va démontrer ça. Ça, c'est facile. C'est des coordonnées, hein, donc c'est tout seul. Ah non, on ne démontre pas d'ailleurs, visiblement. Vous avez un truc? Bon, bah moi je l'ai pas. Hein? Vous n'avez pas? Ouais, mais c'est la démonstration du premier, ce qui est un autre morceau. Donc, rapidement, hein, si vous voulez, donc la matrice dans la base BC de alpha U plus bêta V, d'accord? Si on lui regarde sa colonne J, par définition, ça va être, je regarde la colonne J de cette matrice, en fait, c'est les coordonnées. Il faudrait que j'invente un truc là. C'est les coordonnées de. C'est les coordonnées, on va mettre. Les coordonnées. La colonne nana. Et la colonne des coordonnées de alpha U plus bêta V de EJ dans la base FI. D'accord? Or, alpha U plus bêta V de EJ, c'est alpha U de EJ plus bêta U de VJ. Dans la base FI. C'est-à-dire, en fait, alpha, c'est-à-dire alpha, la colonne J de la matrice dans la base BC de U,
plus bêta, la colonne J, de la matrice dans la base BC, de V. D'accord? Bon, ceci est vrai pour toutes les colonnes. Donc matriciellement, la première matrice égale la combinaison linéaire de l'autre matrice. Ok. Alors maintenant, le produit. Donc, soit trois espaces vectoriels, E, F, G, munis de bases respectives, B, C, D, et deux applications linéaires U, une qui va de E dans F, et V qui va de F dans G. Alors la matrice de V rond U, qui est une application linéaire de E dans G, on a déjà vu ça, est donnée par la matrice dans la base BD de V rond U égale la matrice dans la base CD de U, de V, pardon, fois la matrice dans la base BC de U. Ok. Donc, déjà, on remarque les choses suivantes, vous pouvez mettre un peu de couleur. D'abord, V rond U, V fois U. Donc déjà, il n'y a pas de changement d'ordre, et ça c'est logique en fait, puisque notre vecteur X, le vecteur X qu'on place, en général on le place à la gauche de U, à la droite de U, pardon. D'accord? Quand j'écris V rond U de X, je veux dire V de U de X. Et donc ça va faire le calcul U de X, après V de U de X. Donc l'ordre ne change pas. Okay. En revanche, les bases, elles tombent assez mal. Parce que, en fait, si vous voulez, quand vous allez écrire V rond U, c'est pas mal ça. Vous dites, bah, finalement, je prends X. Alors ça dépend, vous avez deux options. Soit vous dites, je prends X, j'applique U, j'obtiens U de X. Puis j'applique V, j'obtiens V de U de X. Ça, c'est le principe. D'accord? Là, tout irait bien si on écrivait X tout à gauche et qu'on écrivait, là où on écrit V rond U, en fait, on pourrait dire U, on écrivait UV comme ça. Tout serait dans cet ordre-là. Et en fait, tout irait bien dans tout le monde. Enfin, les choses iraient bien, les bases iraient bien, etc. Ok? Sauf qu'en fait, c'est assez mal foutu. Ce U de X, il est placé avant. C'est comme ça, je crois que c'est Euler qui a inventé ça. Hein. Bon, là, normalement, il est malin dans les notations, mais là, il s'est un peu raté. Sauf à nous, à penser autrement, c'est-à-dire en disant, bah, finalement, je prends X, je lui applique U de X, comme ça. Bon, à la limite, on n'a qu'à être malin, on n'a qu'à écrire comme si on était des gauchers. Alors, V de U de X. Vous pensez de ça, c'est pas mal, ça. Et là, c'est exactement ce qui va se passer en termes de calcul matriciel. Vous allez avoir ici M, MU, si vous voulez, multiplié par MV, là, et le tout multiplié par X. Donc tout va bien. Sauf que là, là où les choses ne vont pas bien, c'est que la matrice de U, quand on écrit les bases, BC, ça correspond à B écrit ici et C ici. Ok? Parce qu'on va de E dans machin. Et V, ça va de C dans D. Ok? Donc, si les choses s'écrivaient comme ça avec les matrices, alors soit on les écrit comme... Enfin, le problème, c'est qu'on a mélangé les deux méthodes. C'est ça qui est débile. Soit on écrit les X à droite, et à ce moment-là, il faudrait mettre les B et les C comme ça. Et d'ailleurs, on mettrait les colonnes avant les lignes, les colonnes avant les lignes, tout irait bien. Soit on l'écrit comme ça, et à ce moment-là, il faudrait mettre les X à gauche, et on écrirait bien B, C. Mais on a fait un mélange des deux. Donc, en tout cas, c'est triste, mais comme on mélange les deux, on a un truc qui mélange les deux. Donc ça veut dire que ce calcul-là qui paraissait logique avec des transformations simples, avec C et D qui seraient au milieu ensemble, qui s'annuleraient pour faire D et B de part et d'autre, c'est à l'envers, donc pas de bol. Donc le C qui est là va se simplifier avec le C qui est là, le tout pour donner une magnifique matrice BD. D'accord? Ok? Mais ça, c'est tout simplement un choix de notation, en fait. L'idée, c'est que si les indices des matrices, des bases étaient écrites à l'envers, dans l'autre sens, là, ce serait fluide. Vous ne posez même pas de question, vous apprendriez par cœur une sorte de formulation, sans réfléchir, et ce serait hyper fluide. Ok? Si les formulations... Donc l'idée, c'est que tout va bien au niveau des V rond U, parce qu'on a gardé les calculs comme il fallait bien, mais en termes de notation de base, c'est pas de bol, c'est à l'envers. Alors, ce qui est cool, c'est que quand on a des endomorphismes, elles s'appellent toutes B, et on se pose plus la question. Mais dans le cas où on n'a pas des endomorphismes, voilà, ça fait ça. On verra que quand on fera des matrices semblables, ça ne sera pas sans conséquence, ce truc-là. Et on mettra les P-1 par l'endroit qu'on aimerait les mettre. Mais bon, c'est comme ça. Ok, donc si vous voulez la retenir, vous dites, si les trucs des matrices étaient écrits à l'envers, ça serait facile. On aurait D, C, C, B, et on aurait ici BD. Okay, donc, ce glissement-là... Les extérieurs s'annulent et les intérieurs s'inversent. Ok? Bon.
Alors maintenant, il faut qu'on démontre quand même le résultat. Là, on a vu le... Alors, c'est bien de... Il faudra connaître par cœur ce moyen. Hein. Il faudra aller vite. Hein. Alors, comment on va le démontrer? Eh bien, on peut le faire. Moi, tout à l'heure, j'ai donné une idée. Oui, Alain? On regarde les zéros U des EI. Ok, avec les éléments de la base. Ok. Pourquoi pas? Alors, avec les éléments de la base, en fait, ça marche. Mais en fait, on va refaire la démonstration UX, en fait. Y égale U de X de tout à l'heure. Sauf que les Y auront plusieurs colonnes et les X auront plusieurs colonnes. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt d'utiliser les U de X de tout à l'heure. C'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la matrice de V rond U de X. Qu'est-ce que vous en pensez de la matrice de V rond U de X? Ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ça, en fait, je suis dans quelle base? Je suis dans D à la fin. Donc on a vu tout à l'heure qu'en fait c'était la matrice dans les bases DB de V rond U multipliée par la matrice dans la base B de X. C'est ça qu'on avait écrit tout à l'heure, grand Y égale UX, vous vous rappelez? C'est celui-là. Là, je suis en train de coder. Je suis en train de coder quoi? Je suis en train de coder ça. Y égale, oui, c'était un A, c'était pas U. Y égale à X. D'accord, mais avec A, avec ça, c'est A. D'accord? A, c'est. Je vais appeler A comme ça. Ok? Donc j'ai la matrice dans la base D de V rond U de X, qui est égale à cette matrice D rond dans les bases D et B. Excusez-moi, ça s'écrit dans l'autre sens. Dans les bases B et B, de la matrice dans les bases B et D de V rond U, fois celle-ci, la matrice de X dans la base B. Ça marche? Et maintenant, je vais réfléchir à ce calcul-là. Le problème, c'est ce que je sais, c'est aussi que V rond U de X, c'est V de U de X. Donc je vais appeler ce machin-là Y par exemple. Donc ça me donne en fait c'est aussi égal à donc ce truc-là, là, AX si vous voulez. AX c'est aussi égal à la matrice dans la base D de V de Y. Ok, où Y c'est U de X. C'est-à-dire, ça me donne la matrice dans la base CD, pardon, de la matrice V, multipliée par la matrice dans la base C de Y. Okay? Et la matrice dans la base C de Y, en fait, la matrice dans la base C de U de X, c'est-à-dire la matrice dans la base BC de U, fois la matrice dans la base B de X. D'accord? Donc je remplace tout. Donc au final, j'obtiens la matrice dans la base B, D de V rond U multipliée par la matrice dans la base B, je vais appeler grand X. D'accord? Qui va être égal à la matrice dans la base CD de V multipliée par la matrice dans la base BC de U fois grand X. D'accord? J'ai appliqué ce qui est écrit là, dans la proposition. Et regardez ce que j'ai, c'est incroyable parce que j'ai envie d'appliquer maintenant le corollaire d'en dessous, parce qu'en fait ce résultat-là, il est vrai, quel que soit petit x. Donc avec quel que soit petit x, je peux prendre en fait toutes les matrices x colonnes. Parce que en fait, la matrice x colonne, c'est les coordonnées de petit x, donc vous prenez une matrice colonne quelconque, vous en avez un le x qui va avec, le petit x qui va avec. Ce résultat-là, il est vrai quel que soit x. Donc j'en déduis que la matrice dans la base BD de V rond U est égale à la matrice dans la base CD de V multipliée par la matrice dans la base BC de U. Ok? D'accord? Mais j'aurais pu faire les calculs avec les EIJ, etc. Mais je préfère ça parce qu'on a déjà fait ce calcul avec les EIJ. Ok? Monsieur, Oui? j'ai du mal à voir ce que ça veut dire
D de, par exemple, V rond U. Pourquoi il y a des noms d'une base et d'autres noms des deux bases? Ah, très bien. Très bien. Alors, il y a deux raisons. Alors, quand est-ce qu'on peut rencontrer avec une seule base? La première raison, c'est quand on a des endomorphismes. C'est-à-dire, si par exemple j'écris M dans la base B de U, en fait, c'est que je veux dire M dans les bases BB de U. Et que j'ai la flemme. Comme on dit, appartient à Mn de K. Normalement, il faudrait écrire appartient à Mn de K. Ok? Donc ça, c'est la première idée. Parce que U est un endomorphisme. Et il y a une deuxième idée, il y a une deuxième raison pour laquelle on peut rencontrer MB de U. C'est quand la matrice, elle n'est pas associée à un endomorphisme, mais elle est associée à un seul vecteur, en fait. Un vecteur. Et ici, c'est le cas, en fait. V rho U, c'est un endomorphisme, mais appliqué à X, ça donne un vecteur. Donc il n'y a qu'une seule... Cet objet-là, là, oui, c'est un élément de G, en fait. D'accord? Donc là, ça c'est un élément de l'ensemble des applications de E dans G. Et ça, c'est un élément de... Celui-là, c'est un élément de F. De E, pardon. Ok? Et puis les autres, tu suis, tu vas voir, ça marche bien. Ok, donc quand c'est une colonne, il n'y a qu'une base, en fait. Hein. Alors, nouvelle interprétation du calcul matriciel. Je sais pas c'est quoi ça. Moi, ça me paraît important, par ailleurs. Et comment je l'ai écrit, ce truc? Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Cela justifie d'une nouvelle façon l'utilité de la définition de la multiplication entre les matrices. Ceci permet de calculer avec un nombre fini d'opérations une composée de deux applications linéaires. Oui, vous vous rappelez, il y a mardi, je vous ai dit, tiens, on va faire U rond V. Et U, c'était l'application qui a XY associé 2X moins Y, et V, X plus Y, je sais pas quoi, et puis l'autre, je sais pas ce que c'était. Puis il y avait X moins Y aussi. Voilà, et puis je vous dis, on va le faire, c'est hyper pénible, mais il y en a qui me disent, oh, c'est comme du calcul matriciel en fait. Vous vous rappelez? On a dit ça. Bon, ben voilà. C'est ça qui se passe. En fait, vous aviez, si vous réfléchissez en termes de coordonnées, les choses se mêlaient les unes dans les autres, et ça faisait exactement la multiplication matricielle qui tombe. D'accord? Si vous n'êtes pas convaincu, hein, vous prenez U, l'application qui a XY, parce que je sais pas quoi, 2X moins 3Y, X plus Y par exemple, et V, l'application qui a XY associe X plus 2Y et X moins Y par exemple, et quand vous allez faire V rho U de XY, vous allez voir que vous allez utiliser les coordonnées qui sont là, donc X mais qui sont remplacées, donc vous avez 1 multiplié par 2X moins 3Y plus 2 multiplié par X plus Y, point virgule, X, donc 2X, donc 1X, 2X moins 3Y, moins X plus Y. D'accord? Et ça, c'est exactement le codage du calcul. La matrice 1, 2, 1, moins 1 fois la matrice 2, moins 3, 1, 1. D'accord? Première coordonnée, 1 multiplié par 2, 1 multiplié par moins 3, c'est vrai, mais c'est pas ça que je voulais faire. Non, pardon, c'est les coordonnées en X maintenant. Voilà, donc 1 fois 2X plus 2 fois 1, donc ça correspond. Ah bah je vais inverser mes calculs. On va les écrire. C'est quoi la matrice de U ici? Ah oui, très bien. C'est quoi la matrice de U ici? J'aurais dû vous faire ça déjà. Attendez, ça veut pas dire que j'ai juste en dessous. Hein. C'est peut-être faux ça. Hein. Donc la matrice de U, comment est-ce qu'on fait pour avoir la matrice de U? On regarde l'image de 1, 0. Donc c'est-à-dire on remplace X par 1 et Y par 0. Donc je regarde ici, X est remplacé par 1 et Y par 0, et je regarde les colonnes. Donc ici ça va me faire 2, 1. D'accord? Ouf. C'était faux. Voilà. Et quand je fais l'autre, moins 3, 1. Ok? C'est bon? Celle d'en dessous? Donc je remplace X par 1, donc ça fait 1, 1. Et je remplace Y par 1, 2, moins 1. Ok, donc c'est 1, 1, 2, moins 1. D'accord, et là on va regarder. Donc en fait la première coordonnée, en X, ça fait 1 fois 2, plus 2 fois 1, plus 2 fois 1. D'accord? La première coordonnée en Y, ça fait 1 fois moins 3, plus 2 fois 1. Ok? Et vous avez exactement le calcul matriciel qui va bien. Vous avez compris comment on a fait ça? Bon, très bien. C'est la meilleure méthode.
Il y a une autre façon de voir les choses, c'est de dire, ah mais regardez, en fait, on retrouve 2 moins 3 et 1, 1. Pourquoi? Je retrouve 2 moins 3, là ça correspond bien à ce que j'ai oublié comme nombre, et 1, 1. Donc pourquoi est-ce que ça c'est vrai? Parce que c'est vrai, mais à part ça, parce qu'en fait le calcul M de U, vous cherchez M de U, vous ne connaissez pas M de U, mais vous savez que quand vous allez multiplier par XY, ça doit donner 2x moins 3y et 1 et x plus y. Parce qu'on sait que M de U de xy va donner y. Enfin, d'accord? Et donc par quoi multiplier xy de manière à obtenir 2x moins 3y et 1, 1. Donc 2 moins 3, 1, 1. Ok? Mais vous remarquez que j'ai deux façons de penser pour trouver la matrice. Il y en a un qui réfléchit en colonne et l'autre qui réfléchit en ligne. Ok? Alors j'ai choisi de vous montrer les deux, mais j'espère que ça n'aura pas pour conséquence que vous allez toujours mélanger les deux. Ok? Ça marche? La deuxième est plus rapide quand tout est canonique, donc c'est pas mal, mais elle ne s'adapte pas bien quand vous n'avez pas les bases canoniques, etc. Ça marche plus très bien. La première, elle s'adapte partout. Enfin, si vous êtes attentif en disant je suis dans quelle base, ça marchera partout la première méthode. Ok? Alors, si E, j'ai tout fait tout à l'heure, oui, si E est un espace vectoriel de dimension n et B est une base de E, l'application qui a eu la matrice de U dans la base B est un isomorphisme d'algèbre de L de E sur Mn de K. C'est-à-dire que vous avez un isomorphisme d'espace vectoriel, c'est-à-dire la loi point est transformée en la loi point, la loi plus est transformée en la loi plus, et la différence de l'algèbre, c'est que la loi rond des applications linéaires est transformée en la loi fois des matrices. Ok, donc vous avez ici en fait j'aurais dû mettre d'algèbre, j'aurais dû mettre L de E virgule plus rond point sur Mn de K virgule plus fois point. Et morphisme, ça veut dire que à chaque fois que vous prenez cette application classe matrice, là, je ne sais pas comment on l'appelle, math, donc vous mettez math de U plus V, ça fait math de U plus math de V, math de U rond V, ça fait math de U fois math de V, math de lambda point U, ça fait lambda point math de V, math de U, pardon, etc. Ok? Tout va bien. Alors, on va faire la pause là, et puis on fera, on terminera le chapitre là, et puis après on fera cette partie-là, en regardant les inverses, et puis on fera un ou deux exercices ensuite. Ok?